Bonjour, bienvenue. Au nom de la société Éco-Emballage, merci d'être présent. Et aussi au nom des 77% de Français qui déclarent trier leurs emballages. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est que c'est une tendance de fond, une tendance qui intéresse vos consommateurs, que Éco-Emballage accompagne et pilote au travers du dispositif Point Vert. Et on va vous présenter aujourd'hui l'impact du nouveau Point Vert qui évolue en 2012 fortement. Donc l'impact du nouveau Point Vert sur la conception des emballages. Avant tout, il faut peut-être commencer par rappeler ce qu'est le dispositif Point Vert que pilote Éco-Emballage. Ensuite, on rentrera plus en détail sur les objectifs qui sont les nôtres et qui sont les vôtres d'ailleurs dès cette année, avec l'objectif de 75% de recyclage qui a été fixé lors du Grenelle de l'environnement. On rentrera dans les détails des modalités du tarif Point Vert, pour après approfondir des notions nouvelles et importantes que sont les bonus et les malus. Je suis accompagné aujourd'hui par Yann Lemou. Yann pilote le pôle prévention au sein d'Éco-Emballage, pôle prévention qui est dédié en particulier à accompagner les entreprises dans la réduction des emballages et l'amélioration de leur recyclabilité. Bonjour. Effectivement, on va vous présenter aujourd'hui un certain nombre d'évolutions qui ont un impact direct sur la conception des emballages et ce que les adhérents d'Éco-Emballage, mais aussi leurs fournisseurs que sont les producteurs d'emballage peuvent faire pour réduire l'emballage et prendre la parole vis-à-vis de leurs consommateurs sur le sujet du tri et du recyclage. Alors avant de commencer, peut-être un petit rappel sur le Point Vert Éco-Emballage, son histoire. Rapidement. Le Point Vert est né de deux principes qui ont été mis en place il y a de nombreuses années. Le premier, c'est dans les années 70, le principe du pollueur-payeur, qui a été instauré à la suite de grandes catastrophes environnementales, en particulier de marées noires, et qui a posé le fait que celui qui était à l'origine de la pollution devait en assumer la responsabilité. Et cette pollution, elle peut naître effectivement d'une catastrophe environnementale, mais elle peut aussi naître tout simplement d'un acte de consommation. Et l'emballage devient déchet d'emballage, à partir du moment où il est consommé. Donc ce principe pose la responsabilité du consommateur comme responsable du déchet d'emballage. Il a été complété dans les années 90 par un deuxième principe, qui est celui de la responsabilité élargie des producteurs. Ce principe, il dit quoi ? Il dit que les entreprises doivent aider les consommateurs à disposer d'un dispositif qui aide au recyclage. Le consommateur ne peut pas faire seul, donc les metteurs sur marché doivent contribuer à la fin de vie de leurs emballages. Donc de ces deux principes est né Éco-Emballage en 1992. Éco-Emballage, c'est une entreprise privée à but non lucratif qui est agréée par l'État et dont les actionnaires sont les grands industriels et les filières matériaux. C'est une entreprise qui a été créée à l'initiative de deux visionnaires en matière de développement durable à l'époque, donc Antoine Riboud, patron de Danone, et Jean-Louis Beffa, patron de Saint-Gobain. Depuis 20 ans, c'est les 20 ans cette année, les metteurs sur le marché, les industriels, les industriels de la grande consommation ont investi 4 milliards d'euros dans Éco-Emballage pour le recyclage, la collecte, le tri et le recyclage de leurs emballages. Et c'est un dispositif qui est amené à monter en puissance puisque dans les 6 prochaines années, ce seront plus de 4 milliards d'euros qui vont à nouveau être investis pour la collecte, le tri et le recyclage. Éco-Emballage est agréé par les pouvoirs publics et donc est tributaire d'un cahier des charges qui est discuté conjointement avec les industriels, les pouvoirs publics et plusieurs ministères. Donc une société qui existe depuis 1992, 4 milliards d'euros pour mettre en place un service après-vente pour le consommateur, pour qu'il puisse trier ses emballages et en réduire l'impact environnemental. 20 ans, donc tous les trieurs en France ont 20 ans cette année et en 20 ans des chiffres assez significatifs puisque 40 millions de tonnes de matériaux d'emballage ont été recyclés.
ce qui correspond à peu près à 23 millions de tonnes de CO2 évitées. Donc des très beaux chiffres et un dispositif que l'on considère comme efficace puisque maintenant plus de 63 millions de Français peuvent trier. En 20 ans, l'objectif a été d'agrandir la couverture géographique, évidemment, et maintenant presque tous les Français peuvent trier. Lors des différentes enquêtes d'opinion, 93% des Français mentionnent le geste de tri comme le premier geste naturel, et donc ces 4 milliards d'euros sont quand même un résultat concret, populaire, un vrai résultat en matière de dispositifs orientés développement durable. Il n'y en a pas tant que ça finalement depuis que ce sujet est devenu à la mode ces 15 dernières années. En termes de résultats aussi, c'est 64% d'emballages recyclés, donc mieux que les objectifs européens. Ça place la France dans une bonne moyenne européenne en termes de résultats. Et ces 4 milliards d'euros sont financés par 50 000 entreprises. Voilà, on est une société privée, mais tout le monde est égal devant la loi. Donc toutes les entreprises, grands groupes, mais aussi bien petites entreprises, très petites entreprises. La première contribution éco-emballage, c'est 1 euro. Donc tout le monde joue le jeu pour financer ce dispositif. On parle de dispositif point vert parce que ce point vert, c'est ce qui est sur l'emballage, la marque de la contribution financière de l'entreprise à éco-emballage. Ce point vert, il a des forces, il a des faiblesses. Il a des forces parce qu'il est présent sur 190 milliards d'emballages en France et plus de 500 milliards d'emballages en Europe. Éco-emballage fait partie d'une organisation européenne qui s'appelle Pro-Europe et qui travaille au niveau européen pour améliorer la collecte et le recyclage des emballages. Ce logo est également connu, reconnu. 75% des Français le reconnaissent et 68% des Français l'associent spontanément à une notion environnementale. Les faiblesses, il y en a aussi, et c'est ce sur quoi on travaille en ce moment. C'est qu'il a encore aujourd'hui un sens flou. Certains l'interprètent comme voulant dire emballage recyclable, ce qui n'est pas le cas, et on va y revenir. Et surtout, aujourd'hui, il manque de valeur ajoutée pour les entreprises. Les entreprises n'ont pas, je dirais, suffisamment utilisé ce symbole pour faire connaître leur engagement financier, leur engagement pour réduire l'impact environnemental des emballages, pour réduire les emballages, pour faciliter le tri. Et donc ce point vert, nous, notre mission éco-emballage, c'est aussi de lui donner de la valeur pour les entreprises, et on va y revenir un petit peu plus loin. Yann l'a dit, le geste de tri, parti de zéro en 92, parti de zéro en 92, est aujourd'hui très largement diffusé et même plébiscité. Ça fait vraiment partie des tout premiers gestes que les Français accomplissent en matière de développement durable. 57% des Français trouvent frustrant d'être dans un endroit où ils ne peuvent pas trier. 48% des Français, un Français sur deux, déclarent être attentifs à apprendre les nouvelles consignes de tri lors d'un déménagement ou lorsqu'ils se déplacent en vacances, par exemple. Un Français aussi sur deux déclare être attentif à ce qu'il y ait moins d'emballage, ou que l'emballage soit réduit quand ils choisissent un produit. Alors est-ce qu'on peut être fier, est-ce qu'on peut être fier de ces résultats? La réponse est oui, parce qu'en 20 ans, des progrès considérables ont été accomplis. Est-ce qu'on peut se satisfaire de ces résultats? La réponse est non, parce qu'on a des objectifs encore plus ambitieux, sur lesquels on va revenir. On va mettre à disposition des entreprises et des fabricants d'emballages et des agences qui accompagnent les entreprises pour concevoir les emballages des nouveaux outils pour donner plus de valeur au point vert, pour aller plus loin en matière de performance de recyclage. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc le Grenelle a fixé des nouveaux objectifs qui sont très ambitieux sur 6 ans à venir, puisqu'éco-emballage est agréé pour des périodes de 6 ans. Les nouveaux objectifs sont effectivement un nouveau taux de recyclage, 75%. On a évoqué 64% en 2010, donc vous voyez le saut est important. Et évidemment, ça nécessite un financement et atteindre des résultats de manière assez rapide par rapport à ce gap qui est très significatif. C'est aussi de financer au niveau des collectivités les coûts à hauteur de 80%. C'est peut-être un petit peu plus abscon pour vous, mais c'est aussi la réalité du dispositif, c'est-à-dire que les industriels, via le point vert, financent une partie de la collecte, une partie reste à la charge des collectivités. Jusqu'à présent, on était autour de 60% et le Grenelle a fixé l'objectif de monter cette contribution à hauteur de 80%. Nous estimons qu'évidemment, il est important que les collectivités gardent à leur charge une partie, puisque c'est aussi le citoyen qui choisit ou pas de trier, et les résultats
et l'incitation au résultat sera d'autant plus importante qu'elles seront impliquées aussi financièrement. Pour atteindre ces résultats, évidemment, nous avons plusieurs leviers, 4 qui sont très importants et 2 notamment que nous allons développer aujourd'hui. Le premier, c'est la réduction de l'emballage. Éco-emballage, c'est le recyclage, mais c'est aussi la réduction de l'emballage et l'éco-conception de l'emballage plus largement. Le deuxième point, c'est évidemment d'informer le consommateur, et je pense que dans ce salon aujourd'hui, on est particulièrement concerné, porter sur l'emballage et donner la bonne information au consommateur pour qu'il trie bien, qu'il trie mieux. Et après, il y a des aspects plus industriels qui sont aussi du ressort d'éco-emballage. C'est améliorer le dispositif industriel pour pouvoir couvrir plus de populations, et c'est développer de nouveaux débouchés pour des plastiques notamment, pour pouvoir augmenter le taux de recyclage qui, sur ces matériaux, pour l'instant, est encore assez faible. Donc le point vert va passer par de grosses évolutions. Les changements que l'on a évoqués ont des impacts lourds, évidemment, sur ce que vont payer les entreprises. Et cela a impliqué des changements sur le barème de contribution que les entreprises payent à Éco-emballage. Le principe, il est très simple, c'est quelques centimes d'euros par emballage mis sur le marché pour chaque entreprise qui met un emballage sur le marché, et le total fait un montant d'environ 500 millions d'euros qui est majoritairement reversé aux collectivités. Donc le principe, c'est un calcul selon 2 paramètres principaux, qui sont le poids, donc plus vous avez léger l'emballage, moins vous payez de points verts, et l'unité, c'est-à-dire qu'il y a une part forfaitaire sur le nombre de constituants qui composent l'emballage, et de ce point de vue-là, évidemment, si vous réduisez le nombre de petits éléments, d'opercules, de petites pièces qui peuvent ne pas être captées par le dispositif de recyclage, vous réduisez aussi votre point vert. Donc vous, producteurs de produits emballés concernés, faites-y attention. Vous, producteurs d'emballage aussi, conseillez vos clients, aidez-les pour faire les bons choix, d'un point de vue économique pour réduire le point vert, et d'un point de vue écologique, évidemment, pour réduire l'impact environnemental de l'emballage. Alors concrètement, derrière, il y a aussi des bonus et des malus qu'on va développer, qui sont nouveaux pour encourager ou décourager certaines pratiques qui peuvent avoir un impact sur le gisement ou sur les procédés de recyclage. Rapidement, peut-être pour pas trop s'attarder, mais pour vous donner l'image des principales modifications, jusqu'à présent, nous avions certaines catégories de matériaux, donc le tarif était différencié pour le verre, l'acier, le papier, les plastiques. Maintenant, tenant compte des performances de recyclage des différents matériaux, on a différencié notamment les papiers cartons, pour les cartons d'un côté et les briques de l'autre. Et pour ce qui est des plastiques aussi, avec les nouveaux débauchés et la demande pour le PET recyclé tout particulièrement, on a différencié les bouteilles en PET clair et bleuté, les autres bouteilles et flacons, et le reste des plastiques qui actuellement n'est pas dans les consignes de tri et qui n'est donc pas recyclé. Une autre évolution importante, c'est l'unité d'emballage. Jusqu'à présent, vous voyez à l'écran un pot de confiture, c'était une unité, et la partie en acier, le couvercle payé au tarif du verre, et ça faisait un peu des inéquités, et c'était pas forcément incitatif à une conception qui favorise le recyclage. Donc maintenant, de nouvelles règles de comptabilisation qui permettent de bien faire payer chaque matériau et chaque élément d'emballage au tarif de son matériau. Un troisième point important, c'est aussi le matériau majoritaire. Jusqu'à présent, on avait des règles qui fixaient un seuil de 50%. Maintenant, il s'agit de 80%. Donc, lorsque votre emballage est composé de multimatériaux qui ne se séparent pas forcément, c'est par exemple un jouet qui comporte une fenêtre, comme présenté à l'écran. Ces éléments vont impacter le recyclage. Cette fenêtre, elle va être perdue de toute manière, et elle risque de perturber un peu le processus de recyclage du carton. Donc, il était normal que chaque emballage et chaque matériau qu'il constitue paye à sa juste valeur. Et de manière un peu plus anecdotique peut-être, mais qui a un impact financier, c'est aussi un déplafonnement, puisque maintenant, au-delà de 1 kg, chacun paye effectivement en fonction du poids, ce qui n'était pas le cas précédemment. La nouveauté, c'est 2 bonus et des malus qu'on va vous détailler aussi maintenant pour inciter au tri et réduire l'emballage. Donc au-delà de l'évolution sur la règle de calcul, c'est vrai que les nouveautés fortes pour Éco-emballage, c'est la mise en place de bonus et de malus. Le premier est un bonus pour faciliter le tri, pour inciter les entreprises à faciliter le tri. Donc concrètement, il consiste en quoi? Les entreprises qui mettent en place des messages de sensibilisation au tri ou des consignes de tri on-pack ou in-pack bénéficient d'un bonus, une réduction de 2% sur ce qu'elles doivent payer au point vert. Pour ça, on a développé un nouvel outil qui s'appelle l'infotri.vert, qui est une nouveauté cette année, qui
qu'on commence à voir fleurir, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais des grands industriels de l'agroalimentaire, en particulier dans le domaine des boissons et des produits frais, l'ont déjà mis en place. Je ne sais pas si vous l'avez identifié sur les photos que je vous montre. Je vais vous en montrer d'autres. Par exemple, sur ce pot de yaourt Activia, la télécommande est sensible, ou sur ce pot, sur cette boîte de compote à boire. Donc cet infoterie point vert, c'est un outil qui a été développé par Eco-Emballage pour harmoniser les consignes de tri et pour les entreprises qui n'auraient pas déjà mis en place des consignes, bénéficier d'un outil prêt à l'emploi et qui est donc déployable assez facilement. Cet infoterie point vert, on l'a testé, il est constitué de 2 grandes zones d'information. Une première zone qui relève de l'incitation autour du point vert et du pensée au tri et qui exprime une promesse, ensemble réduisant l'impact environnemental des emballages. Et une deuxième zone d'information, plus spécifiquement dédiée aux consignes, avec 2 blocs, un bloc gris pour tout ce qui est à jeter, et un bloc jaune comme la couleur dominante des bacs jaunes des bacs de recyclage, pour tout ce qui est à recycler. C'est une signalétique qui fonctionne plutôt bien, puisque quand on l'a testé en quanti, 83% des consommateurs déclarent comprendre immédiatement de quoi ils retournent, interprètent correctement la consigne. 93% nous disent qu'ils souhaitent voir ce type de message généralisé sur les emballages. 77% déclarent se souvenir qu'il s'agit d'une consigne de tri. Elles sont pédagogiques puisque, au-delà de cette zone de construction, on a spécifié que chaque élément d'emballage doit être nommé avec son matériau associé. Et c'est ce qui nous permet de construire une consigne claire pour le consommateur, facile à mettre en œuvre aussi pour l'entreprise. Donc par exemple, pour un aérosol métal, on aura la consigne à recycler qui sera associée. Pour une barquette plastique, on aura la consigne à jeter qui sera associée. Et donc l'ensemble de ces consignes harmonisées au niveau national sont disponibles sur le site internet d'Eco-Emballage avec des dénominations des unités d'emballage harmonisées et la consigne associée qui est immédiatement identifiée. C'est une signalétique qui est modulable. Quand on a réfléchi dessus, beaucoup d'entreprises nous ont dit on n'aura pas la place, aucun emballage n'est pareil. C'est une signalétique qu'on a voulu modulable. Donc elle fonctionne sur ce format bloc carré. Elle fonctionne aussi sur un format vertical et sur un format horizontal avec 1, 2, 3 jusqu'à 5 éléments d'emballage différents. C'est une signalétique modulable également parce qu'on l'a déclinée dans des formats plus compacts, voire ultra compacts, pour les emballages les plus petits. Et à titre d'exemple, sans citer de marque, ça va être difficile, je vais pas la citer, des emballages de bonbons, donc vraiment des tout petits emballages, fabriqués en Suisse, ont mis en place l'infoterie point vert dans sa version ultra compacte, donc sur un tout petit emballage. Elle fonctionne également avec les contraintes techniques d'impression, donc elle fonctionne en quadrille, elle fonctionne en Pantone, elle fonctionne en monochrome, elle fonctionne en noir et blanc, et elle fonctionne aussi parce qu'on ne voulait pas pénaliser les entreprises qui avaient déjà mis en place des consignes sous un format personnalisé, c'est-à-dire que on peut associer des consignes de tri déjà existantes et des distributeurs, les marques de distributeurs notamment le faisaient déjà, associer le bloc point vert à la consigne de tri existante de l'adhérent. À noter, ce bloc infoterie point vert remplace le marquage légal point vert sur les emballages. Le point vert seul est un marquage légal. L'infoterie point vert est à l'initiative de l'entreprise. C'est quelque chose qui n'est pas légal, mais vous n'avez pas besoin de mettre 2 fois le point vert sur l'emballage, évidemment. L'intérêt de ce marquage harmonisé, c'est qu'il crée aussi un repère visuel pour le consommateur. C'est un système harmonisé que le consommateur va pouvoir rechercher lorsqu'il souhaite avoir une consigne de tri sur l'emballage qu'il a en main. C'est aussi, quand vous mettez en place ce principe, la possibilité pour l'entreprise de bénéficier de la caution du point vert, qui est, je dirais, la marque repère de la consigne de tri et du recyclage des emballages en France. Et c'est la possibilité pour l'entreprise donc de s'inscrire dans une démarche responsable d'engagement pour faciliter le tri, mais aussi, je l'ai dit et on y reviendra, de bénéficier d'une réduction sur sa contribution au point vert. Je
Je trouve que c'est, enfin la première fois que j'ai vu ce projet, moi j'ai trouvé ça assez enthousiasmant pour le consommateur, puisque là on a vraiment un exemple d'une démarche mutualisée grâce à Éco-emballage. Le consommateur se pose parfois des questions et il trouve un format harmonisé, et c'est grâce à ce format harmonisé que les marques apportent une valeur ajoutée à leurs consommateurs. Donc je crois que dans la salle là on a un certain nombre de prescripteurs, d'agences de marketing, de producteurs d'emballage. Je pense que c'est intéressant pour vous de faire savoir à vos clients qu'ils peuvent avoir un bonus, d'une part sur leur point vert, et aussi qu'ils peuvent apporter de la valeur et un message, une valeur ajoutée à leurs consommateurs en apposant ce système harmonisé et très visible de consignes de tri. Donc si vous êtes prescripteur de vos clients qui sont aussi nos adhérents, n'hésitez pas à relayer ce message. Je pense que ça apportera de la valeur aux consommateurs, ce que l'on recherche tous d'un point de vue marketing. Le deuxième bonus, c'est le bonus sur la réduction des emballages. Nous, on est évidemment convaincus que l'emballage réduit, l'emballage vertueux est une demande forte du consommateur. Il a parfois du mal à le voir, et il a parfois l'impression que les entreprises n'agissent pas, ce qui est une fausse perception puisque la quantité d'emballage mis sur le marché a été réduite depuis 20 ans. Mais il faut agir sur ce sujet-là, donner l'information sur le tri au consommateur et lui montrer que les entreprises réduisent aussi l'emballage et ont une approche complète du sujet de l'emballage. C'est pour ça qu'il y a ce deuxième bonus mis en place pour l'année 2012 par Éco-emballage dans sa déclaration point vert, qui est attribué aux entreprises qui soit vont réduire le poids de l'emballage, soit vont en réduire le volume, puisque c'est également une possibilité pour optimiser la logistique et réduire le poids de l'emballage, soit qu'ils vont mettre en place des recharges, qui sont aussi une alternative pour alléger le poids de l'emballage. Les modalités pratiques, c'est pour les actions d'allègement, c'est de rester bien à isomatériaux. Pour nous, c'est important parce que l'éco-emballage ne privilégie pas un type d'emballage par rapport à un autre. C'est pas notre rôle. Ça, c'est le rôle de l'entreprise de choisir lequel est le plus adapté à son consommateur et par rapport aux caractéristiques du produit. Mais une fois que cet emballage a été choisi, il faut l'optimiser, le réduire autant que possible. Et de ce point de vue-là, ce bonus s'applique bien à des emballages réduits en conservant le même matériau. La réduction du volume également se fait lorsque l'on a un système de concentration ou d'optimisation de la taille, mais en gardant la même fonctionnalité pour le produit. C'est fondamental, l'emballage est utile, l'emballage n'est pas mauvais en soi, c'est le bon emballage qu'il faut trouver pour préserver le produit, et donc il a des caractéristiques, on ne va pas le supprimer pour le plaisir de le supprimer, et il faut que le produit garde toutes ses fonctionnalités, sa valeur d'usage, et de ce point de vue-là, l'emballage, une fois que cela est posé, peut être optimisé, et à nouveau c'est ce que l'on cherche à encourager. Et pour les recharges, le même principe, c'est un emballage qui serait pour recharger un emballage principal évidemment, et donc ce bonus s'applique aux éléments d'emballage qui auraient été optimisés selon les modalités qui sont présentées à l'écran. La manière d'obtenir ce bonus, c'est sur un site internet où les entreprises doivent déclarer leur cas. Et là, je pense que d'un point de vue marketing, on a quelque chose d'intéressant, et de communication aussi, on a quelque chose d'intéressant, puisque ces cas seront aussi associés à un catalogue de bonnes pratiques et à une valorisation médiatique par éco-emballage. Ce que l'on souhaite faire savoir, et le message que l'on veut faire passer justement aux consommateurs, c'est que parfois l'emballage est réduit sans qu'ils s'en rendent compte. L'objectif est qu'il ait le même produit entre les mains, et une bouteille allégée, d'un jour à l'autre, elle n'a pas changé de forme, elle est plus légère et le consommateur ne le voit pas. Donc grâce à ce dispositif, les entreprises pourront signaler leurs bonnes pratiques, et Éco-emballage aidera le consommateur à identifier les emballages qui ont été réduits, et aidera aussi les entreprises à valoriser leurs meilleures pratiques, et celles qui trouvent peut-être l'optimisation ou l'éco-conception qu'ils le perçoivent comme quelque chose de compliqué, pourront identifier toutes ces bonnes pratiques et se dire maintenant je peux y aller, il n'y a plus de risque marketing, c'est quelque chose qui est passé dans les habitudes. Donc on souhaite vraiment relayer l'évolution des codes de la grande consommation qui sont très codifiés et qu'il est parfois difficile de faire évoluer. Alors il y a des bonnes pratiques, mais il y a aussi des mauvaises pratiques. Ah, il y a les méchants? Non. C'est les malus, effectivement. Disons que c'est plus pour décourager, parce qu'à nouveau, les entreprises, en fonction de leurs besoins, conçoivent leur emballage. C'est elles qui en ont la responsabilité. Éco-emballage souhaite les inciter à faire les bons choix de conception, et notamment ceux qui ne vont pas perturber le dispositif de recyclage. Donc sur le site internet d'Éco-emballage, vous pourrez accéder à une liste d'emballages perturbateurs, c'est-à-dire certains choix de conception, d'association
fabrication de matériaux pour le verre ou pour le plastique notamment, qui peuvent empêcher le recyclage. Par exemple, une bouteille qui comporte une étiquette aluminisée est peut-être très belle et très intéressante en rayon. Il se trouve que sur une bande d'une usine de recyclage, elle est identifiée comme un emballage qui n'est pas en plastique. Du coup, elle est éjectée, et non seulement elle est éjectée, mais toutes ces petites voisines sur ce tapis sont éjectées également. Et donc on perd pas non seulement une bouteille, mais plusieurs bouteilles qui ne seront pas recyclées. Et ces choix de conception ont donc un impact très direct, puisque ces bouteilles, après, bon, on les a transportées pour rien, il faut les évacuer vers un incinérateur ou une décharge. C'est de l'argent, c'est de la matière perdue, et c'est voilà, c'est un mauvais choix de conception. Donc la liste des emballages perturbateurs sont disponibles sur le site d'Éco-emballage. Je l'ai évoqué, c'est des bouteilles qui contiennent de l'aluminium, des bouteilles et flacons qui ont aussi des éléments en PVC. C'est l'utilisation de silicone, c'est-à-dire des résines plastiques ou des matériaux qui ne sont pas recyclables et qui vont faire des incrustations dans les bouteilles recyclées. C'est du papier carton aussi qui contiennent moins de 50% de fibres, qui évidemment sont transportés jusque chez le recycleur et qui se retrouve avec une majorité de matériaux qui n'est pas du papier carton, donc c'est une perte nette pour tout le monde. C'est des emballages en papier carton armés aussi qui vont renforcer peut-être l'emballage, mais qui vont faire que la fibre ne pourra pas être recyclée dans les procédés de recyclage. Donc là j'ai des termes qui sont très industriels, mais c'est la réalité aussi du recyclage, et cette réalité elle se confronte dès les choix de conception. Et j'attire votre attention aussi sur le fait qu'il existe via le site Éco-emballage la possibilité d'accéder à des fiches techniques publiées par des organismes qui s'appellent le COTREP et le CEREC, qui sont des fiches techniques qui vous permettent d'identifier les choix, les associations de colle, de matériaux, de couleurs, d'étiquettes, d'encre qui peuvent être perturbateurs du recyclage et qui vont vous aider dans les choix de conception. Le deuxième malus, c'est un malus sur les emballages qui sont dans les consignes de tri ou pas d'ailleurs, mais qui ne sont pas valorisables. C'est-à-dire certains types de plastique, comme le PLA par exemple, qui peut être très pertinent pour des barquettes ou pour d'autres types d'usages. Dans les bouteilles et flacons, malheureusement, nous n'avons pas une industrie suffisante pour pouvoir recycler ce matériau qui va être un perturbateur du recyclage. Dans une autre catégorie, il y a certains types d'emballages, comme des pots en grès, en céramique, qui à nouveau peuvent avoir une certaine légitimité marketing, mais qui sont totalement inertes, lourds, sont transportés et ne peuvent pas être triés, n'ont aucune voie de recyclage et de valorisation même énergétique. Et de ce point de vue-là, Éco-emballage leur applique un malus de 100% pour ces éléments précis d'emballage, pour inciter les entreprises à faire des choix de conception qui soient plus en adéquation avec les impacts environnementaux des emballages. Alors, les règles d'or de la conception, à partir de là, ce sont des choix, des choix que vous devez faire pour éviter des transferts de poids, de ne pas dégrader, je dirais, d'un côté ce que vous gagnez de l'autre. Vous pouvez alléger un emballage ménager puis renforcer la palette. Bon, on n'aura pas forcément un bénéfice environnemental, et donc il faut éviter de transférer le poids sur les emballages de regroupement ou de transport qu'on appelle secondaire ou tertiaire. Il faut aussi, autant que possible, maintenir les caractéristiques de recyclabilité de l'emballage. Donc dans vos choix de conception, lorsque vous faites une optimisation ou un nouveau produit, faites bien attention à ces bonnes pratiques donc, que j'évoquais, ces fiches techniques qui sont disponibles sur les sites du COTREP et du CEREC, des sites accessibles via ecoemballage.fr. Évidemment, ça paraît un peu une évidence, mais se référer aux normes en vigueur. Et pour ça, Éco-emballage met à disposition de ses adhérents et de leurs prescripteurs des contacts, et nous pouvons répondre aux questions précises sur les choix de conception. Et puis raisonner à isofonctionnalité. Nous sommes pas là pour réduire l'emballage, uniquement pour réduire l'emballage. On l'a évoqué tout à l'heure. Des choix de conception peuvent avoir un impact sur le produit. Si vous perdez des produits laitiers frais qui nécessitent beaucoup de ressources environnementales pour leur production, l'optimisation de l'emballage finalement aura eu un impact globalement négatif, parce que la perte du produit, c'est peut-être le pire qu'on puisse imaginer. Donc toujours préserver la valeur d'usage de l'emballage qui a un rôle. La question est toujours de trouver le juste emballage. En conclusion, nous on est très content d'être là, et c'est très important que vous fassiez passer le message
auprès de vos clients qui sont nos adhérents. Faire les bons choix en termes de recyclage, c'est se dire que l'amont, la conception, influence l'aval, et que tout ce qui est mis sur le marché se retrouve sur le tapis de tri, dans les centres de tri, et que la conception influence la manière dont on est capable de capter les matières mises sur le marché pour leur donner une deuxième vie et pour préserver les ressources naturelles et diminuer la pollution. C'est aussi, au-delà d'une contrainte, une opportunité forte et de long terme pour innover et se différencier. On l'a vu, les consommateurs sont demandeurs d'emballages optimisés, réduits, d'emballages plus faciles à trier, d'emballages qui les aident dans leur geste de tri. Et là aussi, les entreprises ont un rôle à jouer. 190 milliards d'emballages porteurs de consignes de tri demain en France, on peut l'espérer, mais c'est des emballages plus faciles à trier. Et même les emballages qui ne se recyclent pas doivent être porteurs d'une consigne de tri. J'étais hier encore en porte-à-porte dans le 13e, et typiquement le pot de yaourt, c'est l'erreur de tri la plus fréquente. Le pot de yaourt ne se recycle pas, et indiquer qu'il faut le mettre avec ses ordures ménagères, ses déchets ménagers, c'est aussi donner de la valeur, diminuer les erreurs de tri et diminuer globalement l'impact environnemental des emballages. Enfin, il faut bien se dire, il faut bien qu'on soit tous convaincus que cette société du recyclage à laquelle on participe, c'est une tendance de fond, on ne reviendra pas en arrière. L'Europe, à la différence d'autres continents, joue à fond la carte du recyclage dans plein de domaines. Éco-emballage a été précurseur il y a 20 ans avec cette REP emballage qui était vraiment innovante et qui aujourd'hui a fait école, et on retrouve une REP, une filière de recyclage sur les pneus, demain sur le mobilier, sur les piles, sur les ampoules à économie d'énergie. La société du recyclage pour laquelle on travaille, pour laquelle on souhaite tous travailler, c'est une tendance de fond. Donc ne pas prendre le train aujourd'hui et le voir passer, c'est prendre du retard pour des évolutions majeures qui sont inéluctables. En conclusion, notre mot d'ordre, en quelque sorte, c'est produire autrement les emballages, trier mieux et recycler plus. Merci beaucoup de votre attention. On est à votre disposition si vous avez des questions. Je voudrais juste vous dire que à la sortie de cette conférence, on a préparé des clés USB sur laquelle vous pourrez trouver cette présentation, le guide du bonus de réduction des emballages, le guide du bonus de sensibilisation donc qui est lié à la consigne de tri, ainsi que l'ensemble des éléments relatifs à la charte graphique de l'infotri.vert. Donc sur cette clé USB, vous avez tous les outils pour mettre en œuvre ce qu'on vient de voir ensemble et faire bénéficier à vos clients des bonus et les faire participer à cette société du recyclage pour laquelle on travaille. Merci à vous. Et si vous avez aussi des questions plus personnelles, nous on reste un petit peu plus longtemps, on sera dans l'espace bar. Si vous avez besoin d'avis plus personnalisés, on reste un petit moment. Merci.